Alors, on me fait signe que c'est l'heure. Bonjour tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux et de porter intérêt au projet de GRT Gaz. Je m'appelle Yana Kavitska, je travaille à la direction hydrogène de GRT Gaz, qui a été créée l'année dernière pour travailler spécifiquement sur les réseaux 100% hydrogène. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui notre projet Rhine. Mais avant de parler de Rhine, j'aimerais bien aussi présenter l'entreprise, même si vous êtes peut-être nombreux à la connaître déjà. GRT Gaz, c'est une société de 3000 employés qui aujourd'hui exploite plus de 32 000 km de réseau de gaz naturel en France et en Allemagne, ce qui signifie à peu près 650 TWh de gaz naturel transportés chaque année. On a plusieurs centaines de clients, dont 150 expéditeurs actifs et plusieurs centaines de clients industriels qui sont connectés à notre réseau, ainsi que 19 distributeurs, donc les sociétés locales qui sont connectées également. Le transport de gaz naturel est une activité réglementée et régulée, ce qui veut dire qu'on a un certain nombre d'obligations qui s'appliquent à nous. La première, c'est qu'on est opérateur d'intérêt vital, puisque notre infrastructure a un intérêt fondamental pour le fonctionnement du pays. Et on a un certain nombre de missions qui nous sont confiées aussi dans le cadre du contrat de service public. On est aussi certifié ITO, donc Independent Transmission Operator, ce qui nous oblige, en fait, vis-à-vis de tous nos clients, de maintenir une certaine neutralité, c'est-à-dire GRT Gaz égale neutralité de traitement envers tous ses clients. Et tout ça est très soigneusement contrôlé par la Commission de la régulation d'énergie, donc le régulateur français, avec qui on maintient un dialogue très très régulier. On a aussi une forte présence européenne, notamment au sein de l'ENTSOG, qui est l'Association européenne des transporteurs, mais aussi au sein d'Hydrogène Europe, dont on assure même la présidence du groupe de travail énergie. Pourquoi parler de tout ça? En fait, pour parler du gaz naturel, signifie pour nous aussi de faire savoir à tout le monde qu'on a une certaine expertise qui se développe des dizaines d'années qu'on exploite les réseaux de gaz naturel. Et on a aussi aidé à structurer un marché de gaz naturel tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec tous les avantages que tout le monde connaît en même temps. Et notre ambition aujourd'hui, dans le cadre des activités du business développement que GRT Gaz fait, est d'être aussi reconnu comme facilitateur pour le marché d'hydrogène qui est émergent. Et qui aujourd'hui, bien sûr, n'existe pas tout à fait, mais votre présence aujourd'hui montre qu'il se structure et qu'il y a une certaine émulation autour de lui. Donc la chose principale qu'on a envie de souligner envers tout le monde, c'est qu'on est un transporteur indépendant. Donc on n'est pas en concurrence avec nos clients, ni donc avec les producteurs, ni les fournisseurs, ni les consommateurs d'hydrogène. Et notre rôle et la mission principale est de donner accès des tiers au réseau, donc fournir une infrastructure qui est ouverte à tous les clients qui souhaitent l'utiliser. Pour le faire et pour surtout faire bien, c'est aussi d'être un facilitateur du marché organisé. Donc avec les nominations de capacité en trading potentiellement organisé d'hydrogène, qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, mais un jour on y croit, et en comptage et une traçabilité de la molécule qui sont tout à fait standards aujourd'hui dans le monde tel qu'on le connaît. Les réseaux ne se construisent cependant pas en une semaine ni en une année. Et donc pour ça, on a les activités de planification et bien sûr d'optimisation des investissements qu'on met en place pour en venir vraiment à un marché organisé d'hydrogène, notamment pour assurer que les prix soient compétitifs. C'est quand même un des critères fondamentaux pour tout le monde aujourd'hui. Et d'optimiser les actifs, que ce soit existants ou nouveaux, de manière justement à baisser les coûts qui sont liés au transport d'hydrogène. Ensuite, bien sûr, une seconde condition très fondamentale, c'est la sécurité d'approvisionnement que nos clients nous demandent. Et les services, je dirais, annexes, tels que l'équilibrage et l'accès aux capacités de stockage. Juste un petit disclaimer ici, GRT Gaz n'est pas stockeur. Notre rôle, c'est d'assurer en fait, l'interface entre les stockages et le transport. Et c'est pour ça qu'on parle avec tous les stockeurs établis aujourd'hui, mais aussi les nouvelles sociétés qui se lancent dans ce genre d'activité.
Dans notre démarche, on est appuyé par RISE, qui est notre centre de recherche et de développement, qui fait notamment beaucoup d'études de matériaux et du comportement des aciers et de tout ce qui comporte ces réseaux-là pour savoir un jour exploiter un réseau maillé, comme on le connaît aujourd'hui en gaz naturel. Notre activité est régie par la European Hydrogen Backbone, ou la vision en fait, de ce document, qui a été rédigé pour la première fois en 2020, où une vingtaine de TSO se sont organisés pour décrire la vision des infrastructures de transport qui pourraient exister en Europe à certaines échéances. Et donc, qui a été republié il y a 3 ou 4 semaines, la dernière version qui significativement en fait, avance les ambitions qu'on s'était fixées préalablement. Et donc en 2030, on devrait avoir 28 000 km de réseau en Europe et en 2040, il devrait y en avoir 53 000. En France, la consommation d'hydrogène va s'organiser forcément autour des bassins qu'on connaît tous assez bien, notamment autour des grandes zones industrielles et les grandes villes. Et GRTgaz, dans sa dernière vision, dit qu'on aurait à peu près 1 millier de kilomètres de réseau d'ici 2030. Donc c'est une vision qu'on se fixe, c'est une ambition qu'on se fixe. Mais bien sûr, on est aussi dépendant du développement du marché en tant que tel. On travaille avec un scénario de McKinsey et de France Hydrogène qui estime qu'en 2040, on pourrait en venir à 110 000 TWh par an d'hydrogène consommé, ce qui est quand même significatif. Et nous, pour en fait, optimiser la démarche, je parlais d'optimisation des actifs avant, on aimerait bien reconvertir une partie de notre réseau et donc utiliser 50% de nos actifs existants pour un jour faire circuler l'hydrogène dedans, puisque c'est plus écologique et c'est aussi la plupart du temps plus économique. Donc ici, vous voyez les principales zones de développement telles que France Hydrogène les notes et telles qu'elles sont aussi ressorties de la consultation que GRTgaz a fait avec nos pairs de Terega l'année dernière. Donc nos activités s'organisent principalement autour des zones des ports ou des grandes consommations et productions industrielles. Donc on va commencer par le nord, donc la zone de Dunkerque et du nord de la France. Ensuite la vallée de la Chimie, donc entre Le Havre et Paris et toute la zone industrielle de consommation qui se trouve là-bas. Le hub de Saint-Nazaire, Nantes, qui est plus aujourd'hui, qui a un énorme potentiel notamment de production et donc pourrait logiquement être relié avec les grandes zones de consommation. C'est ce qu'on étudie. Ensuite, la zone de Fos-Marseille, qui bien sûr est connue par les activités de sidérurgie et de raffinage, qui est aujourd'hui un de nos projets plutôt avancés, où on est très présent. Ensuite, Lyon, qui est la zone un peu entre les deux autres, donc au milieu, avec la vallée de la Chimie, et donc la décarbonation que ça nécessite. Et j'en arrive donc au Grand Est où on a 2 projets actuellement et donc je vais vous expliquer un peu plus tard. Juste pour dire ici, le potentiel c'est en fait d'avoir un réseau qui est interconnecté et donc d'interconnecter non seulement les hubs entre eux mais aussi avec les pays voisins. Donc on travaille très activement avec nos collègues en Belgique, en Allemagne ainsi qu'en Espagne et en Suisse pour le faire. Bien sûr, il y a aussi quelques stockages qui sont marqués sur la carte. Donc, comme je l'avais déjà mentionné, nous ne sommes pas dans l'activité de stockage, mais on soutient tous ceux qui souhaitent se lancer dans cette activité-là. Donc, le projet Rhine, qui est en fait le deuxième projet qui est public et qui a été annoncé en début avril, qui est le projet de canalisation 100% hydrogène situé en Alsace du Sud et qui a pour but d'interconnecter les lieux de production et de consommation d'hydrogène et d'assurer donc une sécurité d'approvisionnement pour tous nos clients. Pourquoi situer le projet là où il se trouve ? On sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2,4 TWh d'hydrogène fossile qui est consommé rien que dans la zone de Chalampé-Haute-Marsheim. C'est néanmoins l'hydrogène fossile, donc ce n'est pas très très vert. Et donc il y a un énorme potentiel de décarbonation, que ce soit par le changement des technologies ou par les nouveaux usages qui peuvent se développer dans la zone. Et donc en citer juste quelques-uns, donc on voit vraiment du potentiel dans la chimie, dans la production du verre, semi-conducteur, mais aussi dans le secteur agroalimentaire. Tout cela est complété par un écosystème mobilité. Donc la région du Rhin supérieur
est assez connue pour, en fait, enfin, c'est une région frontalière et il y a un certain nombre d'infrastructures de transport qui existent et qui ont une réflexion assez poussée autour de leur décarbonation. Donc on a notamment 3 aéroports assez importants, 5 ports sur le Rhin qui se mobilisent pour décarboner leurs activités. Et bien sûr, c'est une zone où il y a 2 autoroutes avec des milliers de poids lourds qui traversent la zone tous les jours. Et donc la possibilité aussi de effectuer la transition vers l'hydrogène dans les 5 à 10 ans à venir. Et tout cela complété aussi par les ambitions de la région du Grand Est dans le ferroviaire, puisque c'est une des régions qui a commandé les trains hydrogène et qui représente aussi un potentiel de décarbonation. Donc, pour parler du projet lui-même, dans un premier temps, on se focalise sur sa première phase qui se situe entre Fessenheim et Chalampé-Haute-Marsheim. Cette partie-là, en fait, il y a une petite extension vers la ville de Mulhouse. Donc, à horizon 2028, on aimerait avoir une trentaine de kilomètres où l'hydrogène va circuler. Donc, bien sûr, tout dépendra aussi de l'intérêt de nos clients et de la production qui se situe dans la zone. Ensuite, dans la deuxième phase, on sait qu'il y a notamment l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui forcément va se décarboner aussi grâce à l'hydrogène un jour. Et donc on prévoit étendre ce réseau vers le sud. Et ensuite, troisième phase, mais ça peut être deuxième ou troisième en fonction de ce que nos clients nous diront, c'est d'aller vers Markolsheim et de desservir les sites industriels qui se trouvent dans cette zone-là en hydrogène. C'est un réseau en fait qui pourra transporter jusqu'à 125 000 tonnes d'hydrogène, ce qui dépasse largement les consommations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à peu près la moitié et ça représente l'équivalent de 900 MW d'électrolyse. Sur les 100 km qu'on prévoit aujourd'hui, 60 sont rétrofités. Donc, encore une fois, on se retrouve dans la démarche qu'on avait annoncée de réutiliser une partie de notre réseau. Et bien sûr, le but, c'est d'aider à décarboner l'industrie et la mobilité qui se trouve dans cette zone. En ce qui concerne donc les liaisons entre les hubs, dans la région, on a le projet Mosaïque qui se trouve dans la Moselle, qui est basé un petit peu sur le même principe, une reconversion partielle d'un réseau d'hydrogène, de gaz naturel qu'on a et de faire passer à l'hydrogène. Il y a environ 200 km entre les deux. Donc aujourd'hui, une question se pose clairement de la liaison entre les deux, qui n'a pas encore été tranchée. Et on discute aussi très activement avec nos partenaires transfrontaliers, que ce soit en Allemagne ou en Suisse. On connaît tous les ambitions de l'Allemagne en matière d'hydrogène. Et les Suisses, pareil, en fait, Suisse, c'est toujours un pays un peu avancé en matière d'écologie, mais par contre, il n'y a pas énormément de capacité de production. Donc, forcément, l'intérêt que suscite la production potentielle annoncée dans la zone est là. Donc, comme je viens de le dire, en fait, c'est vous, nos clients. Donc, on a aussi besoin que vous nous manifestiez vos intérêts, vos projets, et que, en fait, on structure ensemble le réseau qui convienne au mieux à tout le monde. C'est pour ça que j'ai mis en fait les noms de toutes les personnes de la direction hydrogène. Vous pouvez nous contacter, que ce soit pour parler du projet Rhine ou que ce soit pour parler d'autres projets en France. On est à votre écoute et on fera de notre mieux. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Pardon. Quel est le diamètre, épaisseur et le grade des canalisations ? Le diamètre, c'est un DN 400. Donc, c'est essentiellement, on a 2 canalisations qui sont doublées aujourd'hui dans la zone, donc on compte en reconvertir une. Comment vous financez ce type de projet ? Est-ce que vous attendez d'avoir un intérêt confirmé ?
Nous, en fait, quand on fait jamais des canalisations, ça je vais l'annoncer dès le départ, on fait pas de canalisation dont personne n'a besoin. Donc très clairement, aujourd'hui, on est on n'est pas dans du régulé quand on parle de l'hydrogène, et on est dans un domaine purement commercial. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, et c'est notre démarche habituelle, que ce soit gaz naturel ou hydrogène, le but, c'est en fait de faire de la prospection commerciale, de déterminer les intérêts qui existeraient et ensuite de lancer un processus d'allocation de capacité, c'est-à-dire tout d'abord, nous, on va en fait produire un modèle commercial qu'on va présenter au public avec les capacités qu'on est capable de commercialiser et un tarif qui va avec, et on va organiser ce qu'on appelle dans le jargon gazier en open season probablement pour allouer ces capacités à des clients intéressés. Bonjour. Et excusez-moi, dans une de vos slides, vous avez mis une carte avec les imports et les exports. Pour la partie export vers l'Allemagne, comment vous avez évalué les besoins? C'est des besoins basés sur les industriels allemands? Et pourquoi y a-t-il besoin d'export de la France vers l'Allemagne? L'Allemagne aujourd'hui, et vous le savez sûrement, en fait, compte sur les imports de différents pays. On parle beaucoup de l'axe Espagne-Allemagne. Dans un futur, même en Allemagne, il y a toute une stratégie de développement d'imports tout à fait de très loin. J'ai lu il y a récemment d'Inde ou du sud, du nord de l'Afrique. Donc nous, aujourd'hui, on voit vraiment des intérêts aussi parce que dans la zone frontalière, il n'y a pas énormément de capacité de production. En tout cas, aujourd'hui, on n'en a pas identifié beaucoup. Et donc, c'est nos partenaires qui nous demandent, puisqu'il faut le dire, il y a aussi une certaine pression politique, il y a une demande aussi de se lancer dans ce genre d'activité de décarbonation, nous demandent de fournir ces interconnexions-là, puisque c'est aussi dans la logique si vous avez un pipe qui existe du côté français, vous n'allez pas refaire la même chose du côté allemand. Donc en fait, c'est dans cette logique-là aussi qu'on discute avec les partenaires pour voir comment on peut relier les réseaux et faire profiter les Allemands aussi éventuellement de la production en France. Bonjour, merci pour la présentation. Et j'ai une petite question sur l'utilisation qui a été faite des canalisations avant. Est-ce que du coup le décommissionnement s'est fait naturellement pour passer du gaz naturel à l'hydrogène? Est-ce que ça va se faire comme ça? Ou est-ce que c'était des vieux tuyaux qui traînaient? Non, on n'a pas de vieux tuyaux qui traînaient, mais il est vrai qu'en fait, dès que la question a commencé à se poser, nos directions, nos services techniques ont commencé à étudier les questions. Parfois, on peut se retrouver dans une situation où le sourcing a été fait d'une certaine manière, le gaz venait du nord ou au contraire au sud et du sud, et en fait, on s'aperçoit qu'on peut aujourd'hui faire autrement. On voit aussi qu'il y a quand même une certaine progression de baisse de capacité de consommation de gaz naturel, et donc ce qui donne aussi les possibilités avec la conversion, avec la compression, de faire passer plus de gaz dans un tuyau et d'en libérer un autre. Donc c'est toute la logique. Après, très ouvertement, on ne peut pas le faire partout. Donc on étudie vraiment au cas par cas les zones données en fonction aussi de la densité de la population. Il y a un certain nombre de questions qui se posent, et aussi bien sûr l'état des canalisations, parce qu'il y en a certaines qui datent des années 60-70, et donc il y a toute une question autour de la qualité des matériaux, et on fait tout bien sûr pour que la sécurité soit respectée. Je pense qu'il y a un monsieur derrière vous. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez modélisé la baisse de la consommation de gaz naturel, et notamment est-ce que vous ne cannibalisez pas aussi avec la montée en puissance de l'hydrogène? Comment vous modélisez en fait le switch entre les industriels, entre ces deux énergies, et également éventuel par la concurrence de l'électrification aussi de certains procédés? En fait, je dirais, on laisse nos clients nous dire quelles sont leurs solutions préférées, parce que nous, on n'a pas la main dessus. GRTgaz fait toute une gamme en fait, des solutions de décarbonation. Donc, je suis là pour parler de l'hydrogène, mais on ne fait pas que de l'hydrogène, on fait aussi du biométhane. Donc je dirais qu'on laisse essentiellement nos clients décider, et on les soutient dans les décisions qu'ils prennent. Donc aujourd'hui, je n'appellerais pas ça une cannibalisation, c'est vraiment juste optimiser ce qu'on a et éventuellement construire s'il faut construire plus.
il est clair que la transition entre les deux est compliquée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste couper des clients en gaz pour dire je passe à l'hydrogène. C'est clair que ce n'est pas comme ça qu'on le fait, mais on essaye d'optimiser au maximum et on travaille avec nos clients. En fait, c'est une démarche vraiment itérative pour voir comment se structure le marché et quelles décisions ils prennent. On me signale qu'il faut terminer, donc je pense que je vais vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Une dernière question, ça ne me dérange pas. Je sais que notamment